Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans Demain à la une très sociale pour la semaine à venir, syrienne et footeuse également. Et voici les événements que nous avons retenus. Dans cette émission, nous verrons les conséquences du passage en force de la loi Travail en France, la fameuse loi El Khomri, qui suscite fronde et polémique et déclenchera aussi quelques manifs. Nous suivrons aussi le 17 mai à Vienne la prochaine réunion du groupe international de soutien à la Syrie, avec toujours l'espoir d'un règlement du conflit. Et puis, le exécutif de l'UEFA se réunit pour statuer sur la décision du tribunal arbitral de sport de suspendre pour 4 ans Michel Platini. C'est peut-être le début de la recherche active d'un successeur. Et on commence avec un plateau toute économie. Aujourd'hui, 2 spécialistes de choc de France 24, Stéphanie Antoine, et puis bonjour, de RFI, Dominique Bayard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, c'est vrai que l'agitation sociale fait toujours la une en France, avec la fameuse loi El Khomri, qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée par le coup de force du 49.3 décidé par le gouvernement Valls. Donc c'est une loi encore très contestée, on le sent bien, Stéphanie. De grandes manifestations qui ont eu lieu déjà ce jeudi. Oui, il y a eu une manifestation ce jeudi à l'appel des syndicats. Alors c'est vrai que c'était une manifestation après l'adoption par le 49.3 à l'Assemblée nationale de ce projet de loi. Donc c'était à la fois une manifestation contre le projet de loi et puis contre le 49.3. Elle a été un peu moins suivie que les autres, puisque c'était la 5e manifestation déjà, puisqu'on compte 55 000 personnes. En revanche, il y a eu un certain nombre de débordements avec 82 interpellations. Il devrait y avoir des manifestations qui vont être maintenues la semaine prochaine, donc lundi, avec un blocage des routiers. Et puis mardi et mercredi, il y aura des grèves, a priori, en France. Donc voilà, ça continue. La contestation continue. En ce qui concerne le texte, il faut savoir que maintenant qu'il a été adopté par le 49.3 à l'Assemblée nationale, il va passer en navette au Sénat. Les sénateurs donc vont évidemment inspecter ce texte, le modifier au mois de juin, et ensuite il retournera à l'Assemblée nationale. Et là, il faudra probablement encore utiliser le 49.3 pour le faire voter. Alors en effet, vous l'avez mentionné, une semaine attendue de contestation dans la rue à l'appel de 7 syndicats opposés à ce projet de loi, des organisations de manifestations les 17-19 mai. Est-ce que la contestation ne risque pas justement un peu de s'essouffler aujourd'hui? C'est vrai que la participation la semaine dernière était moindre. Mais bon, on a quand même 2 syndicats contestataires très opposés à cette loi El Khomri qui veulent absolument maintenir la pression jusqu'au bout. Jean-Claude Mailly pour Force ouvrière parle de bras de fer et Philippe Martinez pour la CGT appelle lui à passer à la vitesse supérieure. Alors si ces 2 leaders syndicaux sont aussi déterminés, virulents, c'est bien sûr parce qu'ils ne veulent pas de cette loi El Khomri, mais c'est aussi parce qu'ils mènent une autre bataille, qui est une bataille pour le leadership au sein du mouvement syndical français. La CGT, c'est le premier syndicat français. C'est un syndicat qui est en perte de vitesse, qui pourrait se faire dépasser dès l'an prochain par la CFDT. Donc, si vous voulez, cette loi El Khomri, c'est du pain béni pour un syndicat donc, qui veut essayer d'être à nouveau populaire. C'est pourquoi la CGT, elle est déterminée à être très présente sur le terrain. Et puis, Force ouvrière, eh bien, il veut marquer à la culotte la CGT, parce qu'il veut démontrer que la CGT n'a pas le monopole de la contestation. Alors c'est aussi du pain béni, il faut le dire, pour les frondeurs à gauche. En l'occurrence, on pense qu'ils vont encore tenter de rassembler suffisamment de députés. Christian Paul a déjà dit qu'il redéposerait une motion de censure tout à fait. Au moment où le texte reviendra à l'Assemblée nationale. Il y a manqué 2 petites voix et la majorité présidentielle, on le sent bien, est en train de se déliter autour de cette loi qui est jugée trop libérale pour le camp de gauche. Oui, il y a clairement 2 camps, Caroline, qui se dessinent. Et une rupture, d'ailleurs, vraiment très forte aujourd'hui entre donc, les frondeurs dont vous venez parler. C'est vrai qu'il ne manquait que 2 votes pour justement qu'il y ait une motion de censure déposée donc, par des frondeurs de gauche à l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même assez énorme, qui, eux, en fait, s'opposent à l'aspect libéral du texte. Ils le disent depuis le début. Ils ne veulent pas d'assouplissement des horaires de travail. Ils ne veulent pas véritablement d'inversion de hiérarchie des normes. Et puis surtout, ils voulaient taxer les CDD. Alors c'est vrai que Manuel Valls a repris le texte, a fait des modifications, puisque le MEDEF était vent debout en disant que finalement, eh bien, il n'y avait plus rien dans ce texte, mais il n'allait pas assez loin, puisqu'il y avait tout de même un assouplissement possible, même s'il était plus encadré. Donc effectivement, ils sont restés fermes dans leur opposition au texte. Donc vous avez cette gauche frondeuse, vraiment, je dirais, avec
totalement opposée à un texte. Et puis, la gauche libérale, donc incarnée par Manuel Valls, qui, elle, au contraire, prône un assouplissement du temps de travail, plus de flexibilité du marché du travail. Incarnée peut-être de plus en plus aussi par un certain Emmanuel Macron. Alors voilà, deux oppositions, on a dit deux de gauche, hein, et puis aussi de droite, parce qu'on connaît depuis cette semaine un petit peu les programmes sur le travail, notamment des principaux candidats à la primaire de droite. On voit bien qu'ils ne sont pas d'accord avec le texte El Khomri, mais pour des motifs extrêmement différents et divergents. Oui, alors bon, il y a une surenchère libérale dans toute la classe politique, mais après tout, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce texte est vraiment libéral? Alors, un économiste qui est assez proche de la gauche, je pense à Xavier Timbaud, dit écoutez, c'est pas le Big Bang voulu par le patronat, et on voit bien c'est ce que dit le MEDEF. Voilà, le patronat est extrêmement déçu, vous l'avez souligné, Stéphanie, et il trouve même que ce texte, c'est encore des nouvelles contraintes, notamment la contrainte pour les multinationales qui devront à l'avenir, qui ne pourront pas licencier en France si elles font des profits dans d'autres pays du monde. Donc c'est pas du tout un esprit libéral. Le MEDEF dit bon, il n'y aura pas de création d'emplois, ce texte n'est pas intéressant. Son institut de recherche, lui, est sur une autre ligne. Il dit c'est pas mal, cette loi elle va être bénéfique pour l'emploi et elle a inversé les normes, et ça c'est utile puisque dorénavant c'est à partir de l'entreprise qu'on va négocier, ce ne sera plus à partir de la branche. En fait, le débat sur le code du travail, il a été ouvert avec cette loi El Khomri. Ce n'est pas encore une révolution libérale, mais c'est une amorce des réformes. Et puis, on peut imaginer évidemment que les candidats à la présidentielle, notamment les candidats de droite, vont faire de la surenchère là-dessus. Alors, autre sujet important à la une de cette semaine à venir, une tournée africaine de François Hollande qu'on a vu déjà passer, et puis la Côte d'Ivoire qui sera invitée d'honneur à Paris en milieu de semaine. Stéphanie, le président ivoirien, son Premier ministre à Paris mardi et mercredi pour la constitution du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement à la représentation de la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire exactement? Ils viennent voir les investisseurs, tout simplement, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire redémarre bien. 9% de croissance depuis 2 ans. Donc, vous l'avez dit, il y a Daniel Kablan-Duncan qui vient, donc, qui est le Premier ministre. Peut-être le président Alassane ça n'est pas sûr encore. Ouattara. Voilà, on attend peut-être le annoncé puis désannoncé. Alassane Ouattara. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'accords qui viennent d'être passés avec des entreprises françaises. La FNAC, par exemple, qui s'installe en Côte d'Ivoire. Il y a également eu un accord avec Carrefour. Il y a eu un accord avec Heineken, qui est donc pas français, mais enfin bon, ça reste des investisseurs tout de même européens. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller les voir. Ils ont mis en place en fait tout un programme d'infrastructure depuis 2 ans qui en fait booste la croissance, qui explique un peu cette croissance, le pont d'Abidjan, des routes, enfin un gros programme d'infrastructure de 22 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2020. Donc là aussi, ils ont besoin de le financer. Et puis il y a une réforme du secteur du cacao importante qui a eu lieu depuis 2 ans, qui a permis finalement de mettre en place un prix plancher et qui a donc soutenu ce secteur. Donc ça explique cette croissance qu'ils veulent bien sûr mettre en avant parce qu'aujourd'hui les investisseurs vous nous parlez d'une croissance quasi à deux chiffres alors qu'on a quand même le sentiment en ce qui concerne la Côte d'Ivoire de risques politiques, de terrorisme. On se souvient de Grand Bassam par exemple. Alors ça ne freine pas? J'ai assisté, moi, à un forum il y a 2 mois à Abidjan. Et finalement, lorsque vous interrogez tout le Gotha industriel et entrepreneurial d'Afrique, de Rabat à Johannesburg, ils vous disent de toute façon, le terrorisme est partout. Et d'ailleurs, pendant qu'on était à Abidjan, il y a eu un attentat à Bruxelles. Donc, en fait, ce n'est pas ce type d'attentats qui vont vraiment freiner les investisseurs. En tout cas, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ça reprend plutôt bien. En revanche, il faut qu'il y ait toujours de l'amélioration au sein de la gouvernance, que, effectivement, les règles qui entourent les entreprises, et en l'occurrence les PME, soient plus claires, plus transparentes. Ça, c'est très important. Mais alors, en effet, on dit beaucoup l'Afrique, continent d'avenir. Et pourtant, certains pays d'Afrique sont particulièrement menacés par le surendettement, Dominique. Oui, le surendettement, c'était la plaie de l'Afrique dans les années 80 et peut-être que certains pays vont à nouveau être confrontés à ce problème. C'est le cas notamment de tous ces pays pétroliers qui ont beaucoup dépensé et puis maintenant le baril voit son cours dégringoler et ils sont en difficulté. Le Mozambique qui a dû demander à l'aide des institutions internationales, l'Angola qui est très embêté et c'est vrai que par rapport à ces pays, la Côte d'Ivoire, elle fait vraiment
le contraste est saisissant, parce que c'est un pays qui, en revanche, tient bien les cordons de la bourse. La dette est maîtrisée, l'endettement, je crois que c'est environ 40% du PIB, donc c'est tout à fait soutenable. Et ça aussi, c'est très crédible. Et c'est un bon point pour la Côte d'Ivoire, qui vient aussi à Paris chercher des investisseurs, parce qu'ils ont besoin de 8 milliards de dollars, il me semble, pour pouvoir financer des projets d'infrastructure, pour faire venir des industriels, pour développer le pays, le diversifier, parce que l'objectif de Ouattara, c'est faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Alors justement, ils viennent à Paris, vous le disiez, hein, mais est-ce qu'on a vraiment révolu et tourné la page de France-Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, la France, en matière d'investissement, est très présente dans cette Afrique où elle est, comme on le dit parfois, un peu devancée aujourd'hui par la Chine, par d'autres continents qui veulent s'ingérer, peut-être sur cette question? C'est clair que la France a perdu des parts de marché énormes sur les 10 dernières années au profit de la Chine. Je crois qu'elle a perdu pratiquement la moitié de ses parts de marché dans l'ensemble de l'Afrique. Donc il y a une sorte de retard. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis quelques années, elle essaye de reprendre pied dans un certain nombre de pays, et en l'occurrence dans les pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont les pays francophones qu'on connaît bien. Bon, la Côte d'Ivoire, évidemment, il y a eu un conflit qui a un peu tout freiné. Le FMI est revenu en Côte d'Ivoire donc, suite au conflit. Et puis depuis qu'il y a la paix, effectivement, Alassane Ouattara, qui était tout de même un haut fonctionnaire du FMI, c'est vrai qu'il sait comment fonctionne l'économie de son pays et qu'il a rassuré globalement les investisseurs malgré les risques politiques, malgré les risques de terrorisme. Donc aujourd'hui, ça repart. Après, bien sûr, les incertitudes, c'est l'après Alassane Ouattara, bien sûr, ça aussi. En un mot, la France, l'Afrique... La France, maintenant, elle a un nouveau récit qu'elle développe, elle est le hub vers l'Afrique. C'est-à-dire que pour aller vers l'Afrique, nous, on connaît surtout l'Afrique francophone. Et c'est vrai que certaines sociétés chinoises passent par des intermédiaires français pour s'implanter en Afrique. Donc, c'est une nouvelle carte à jouer. Bon, il faut savoir que sur la Côte d'Ivoire, la communauté française, même si beaucoup sont partis au moment de la crise, demeure très importante. Il y a beaucoup